Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur une émission, j'ai reçu Nadia Gosselin pour jaser de sommeil. Nadia enseigne la neuropsychologie à l'Université de Montréal. Elle a fait un projet de recherche sur les liens entre le sommeil et les commotions cérébrales sur les athlètes professionnels. Et présentement, elle est chercheuse et directrice au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. C'est donc une bonne personne pour venir nous jaser de ce domaine-là qui est tellement intéressant, mais tellement complexe. Et juste pour te mettre en contexte, l'épisode numéro 61 avec Jonathan Charret, où on parle du sommeil et des performances sportives, le lien entre le sommeil et les performances physiques, a eu lieu grâce à Nadia parce que c'est elle qui m'a référé à Jonathan. Donc, pour ça, je la remercie énormément. Dans le podcast de cette semaine, on parle du projet de recherche de Nadia, donc le lien entre le sommeil et les commotions cérébrales. Ensuite de ça, on va encore une fois expliquer pourquoi le sommeil est important pour notre santé et qu'est-ce qu'un bon sommeil également. Et on va creuser un peu plus au niveau des troubles du sommeil. Ces troubles-là vont toucher, les troubles vont toucher une grande partie de la population et on va vraiment parler de ça dans le podcast avec Nadia. Elle a vraiment un champ d'expertise en lien avec les troubles du sommeil. Alors, c'est encore une fois une discussion qui était vraiment intéressante, vraiment pertinente et je te recommande fortement d'écouter le podcast avec Nadia. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, ben Nadia, merci d'accepter l'invitation sur le podcast. En fait, là, juste pour mettre les auditeurs en contexte, moi, j'ai communiqué avec toi. Je cherchais vraiment comme des spécialistes pour venir jaser de sommeil. Puis là, j'ai communiqué avec, rappelle-moi les initiales, la place où ce que tu travailles présentement, Nadia? Oui, je travaille, les initiales, c'est CEAMS, c'est pour OK, Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Donc, OK, CEAMS. c'est bon. Fait que moi, je faisais des recherches Google, fait que là, j'ai envoyé un email à la place où ce que tu es, puis là, ben, tu as pris contact avec moi, puis c'est ce qui a mené au podcast que j'ai eu avec Jonathan Charret. Je pense que c'est l'épisode, bon, ça fait peut-être 2, 3 épisodes. Puis bref, on parlait beaucoup de sommeil en lien avec les performances sportives, les athlètes universitaires, mais là, avec toi, on va vraiment parler encore du sommeil, mais on va essayer d'explorer un peu les troubles du sommeil. On va parler aussi de ton sujet de recherche qui va être, tu vas glisser un mot à propos de ça. Fait que pour commencer, Nadia, peux-tu te présenter aux auditeurs d'où vient ton intérêt pour le sommeil, puis qu'est-ce que tu fais Oui, comme boulot? oui, mais merci pour l'invitation. Là. Moi, je trouve toujours intéressant qu'on s'intéresse au sommeil quand on parle de sport puis d'entraînement, là, parce que c'est le grand oublié. Donc, Vraiment. je suis professeure à l'Université de Montréal au département de psychologie. Là, j'enseigne la neuropsychologie. Je suis aussi chercheuse puis directrice du Centre d'études avancées en médecine du sommeil, là, le CEAM, qui est situé à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ce centre-là, c'est un centre où il y a une clinique du sommeil. Donc, on reçoit des patients qui ont des troubles du sommeil pour des évaluations, pour des traitements. Mais c'est aussi un centre de recherche où on fait de la recherche sur le sommeil, puis tous les troubles du sommeil. Donc, par exemple, de l'insomnie, l'hypersomnie, le somnambulisme, la narcolepsie, les cauchemars, etc. Donc, tous les troubles du sommeil. OK. Ça, c'est ce que je fais présentement. Je m'intéresse beaucoup au traumatisme crânien. Je me suis intéressée au traumatisme crânien là, dès mon baccalauréat en psychologie, puis ensuite, lorsque j'ai fait ma thèse en neuropsychologie, je m'intéressais plus spécifiquement aux commotions cérébrales chez les athlètes. C'est de là qu'est venu un peu mon intérêt pour le sommeil, parce que je m'intéressais aux commotions cérébrales chez les athlètes, puis aux conséquences de ces commotions-là sur leur fonctionnement dans la journée, puis sur le fonctionnement de leur nuit. Donc, pendant que j'ai fait ma thèse, j'ai évalué des athlètes de la Ligue nationale de hockey, j'ai évalué Ouais. des athlètes des Carabins, là, donc à l'Université de Montréal, les équipes de
football, hockey, soccer, puis des athlètes aussi de l'Université McGill. Donc, OK. qui venaient d'avoir une commotion cérébrale, puis qui avaient des symptômes de leur commotion, puis on regardait, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur vitesse à faire des tâches dans la journée, des tâches cognitives. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la concentration, de l'attention, de la mémoire. Puis bien, ces athlètes-là, c'est des athlètes de haut niveau qui fonctionnent généralement très bien. Donc, oui, les commotions vont faire en sorte qu'ils vont avoir peut-être un peu moins bonnes performances cognitives, mais ils sont tellement forts au départ, ils sont rapides, leurs capacités d'attention sont bonnes. Donc, d'avoir une commotion, ça a un petit impact, mais ça paraît pas tant dans les tests. Mais eux, ils le sentent. Puis eux, ils vont dire qu'ils ont des problèmes d'attention, puis ils ont des problèmes de vitesse. La même chose pour leur sommeil. Quand on regardait leur sommeil après une commotion cérébrale, lorsqu'on les enregistre en laboratoire, hein, puis ça, c'est spécial qu'on enregistre le sommeil en laboratoire parce qu'on met des électrodes un peu partout sur le corps. Donc, sur la Ouais. tête, autour des yeux, sur le menton, sur les jambes, etc. Puis, on est capable de quantifier le sommeil. Puis, leur sommeil était très bon. Mais eux, ils remarquaient quand même avoir un moins bon sommeil, un sommeil moins récupérateur, puis être plus fatigués, puis somnolents dans la journée. Puis ça leur empêchait de faire leurs entraînements. Donc, c'est là qu'est venu mon intérêt pour le sommeil, parce que finalement, ça a de gros impacts sur comment on va fonctionner dans la journée, la façon qu'on va dormir. Puis mon intérêt pour le sport, je pense qu'il date de plus longtemps que ça, là. Puis c'est drôle parce que je suis une maman aujourd'hui, là, j'ai 3 enfants, là, des pré-ados, adolescents. Mhm. Puis, je pensais un peu à l'impact que les parents ont sur les enfants. Puis moi, ma mère avait participé à une compétition au championnat canadien de cross-country, là, puis elle me racontait ça quand j'étais jeune. Puis moi, ça m'a automatiquement donné confiance que moi, je peux être bonne dans les sports d'endurance. Puis bien que je n'avais pas son talent, j'ai commencé à faire du sport d'endurance quand j'étais au secondaire, là, dans les équipes d'athlétisme. Puis aujourd'hui, ben, j'ai eu la piqûre du triathlon. Puis je m'entraîne surtout en triathlon, là. Je fais les distances plus demi-Ironman. OK. J'ai eu cette piqûre-là parce que c'est un peu de famille aussi, là. Mon frère fait du triathlon. Donc, je pense qu'on est une famille de sport d'endurance. Fait que le fait que ma mère a fait ces championnats canadiens-là, ça a influencé non seulement mon frère et moi, mais même mes enfants aujourd'hui qui Ah font ouais. aussi du sport d'endurance. Donc, OK. c'est peut-être à retenir pour les parents qui nous écoutent là, que le sport qu'ils font présentement, ça va peut-être avoir des impacts sur leurs enfants. Ah, c'est sûr, définitivement. Nos enfants nous imitent, hein, comme on dit tout le temps, fait que Ils nous imitent, là, mais ouais, faisons de bons comportements parce ouais, que ça peut être exact, dangereux sinon. exactement. Donc, c'est un peu ça pour mon parcours là, en sommeil puis en sport. C'est 2 parcours parallèles, là, mais finalement, ça. OK. Mais ça serait puis, tu sais, là, on parle juste pour terminer sur ça, le lien avec les commotions cérébrales puis les athlètes. Étant donné que c'est des gens de haut niveau, probablement que bon, ben, vous n'avez pas nécessairement remarqué côté en laboratoire, puis en test, vraiment des différences sur leur qualité de sommeil puis sur leur niveau de performance dans les tâches quotidiennes, mais probablement que monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi inclusivement, ça va avoir des impacts comme ça peut avoir, ça a beaucoup d'impact, là, les commotions cérébrales, sur notre capacité d'attention, le sommeil et tout ça, là. Je ne sais pas si tu as étudié ça, t'as-tu. Oui. Ouais. Oui, quand on a une commotion cérébrale, là, pour ceux qui en ont déjà eu, et pour certaines personnes que ça va durer seulement quelques jours, là, ils vont Mhm. avoir un peu de maux de tête, un peu de fatigue, puis qu'ils vont récupérer rapidement. Et pour d'autres personnes que même si c'est une commotion cérébrale, donc on considère que c'est un traumatisme crânien léger, Mhm. les symptômes peuvent durer pendant malheureusement des semaines ou des mois. Puis il y Ouais. en a même qui vont dire qu'au bout d'une année, ils sentent qu'ils sont quand même pas revenus à la normale. Et c'est vrai aussi pour des athlètes, là. C'est pas parce que nous, dans nos études, on trouvait qu'il y avait un fonctionnement relativement bien dans une petite tâche spécifique que dans la journée, il n'y avait pas des conséquences. Il y a plein de ces athlètes-là qui n'étaient pas retournés au jeu au moment où je les évaluais. Mhm. Donc, les commotions cérébrales, même si on fait un petit test en laboratoire puis il est normal, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact dans le Ouais. quotidien. Ouais. Puis pour quand même quand même un bon pourcentage de personnes, les effets peuvent durer assez dans le long terme, malheureusement. Mhm. Dirais-tu qu'il y a comme un sous-diagnostic, je pourrais dire, de commotion cérébrale? Parce que souvent, comme moi, quand j'ai joué au hockey pendant plusieurs années, puis
le premier signe on pouvait avoir une mise en échec, puis d'être sonné de la tête un peu, puis après ça, tu reviens, tu reprends tes esprits, puis tu continues à jouer deux, trois chiffres plus tard, là, juste le temps de te remettre dans le game. Puis on avait toujours le réflexe de dire, bon, ben, signe de commotion, c'est que là, la personne n'est pas capable de revenir au jeu, vomissement, étourdissement, puis là, c'est vraiment plus problématique. Puis là, il y avait un check-up à l'hôpital. Mais on dirait qu'il y a plusieurs coups à la tête qui peuvent sembler bénins, mais qui peuvent ça peut être des légères commotions cérébrales, probablement. Je ne sais pas si. Oui, mais c'est vrai que dans la catégorie des commotions, elles n'ont pas toutes la même sévérité. Ouais, Juste le fait d'être étourdi, avoir l'impression d'avoir perdu 2, 3 secondes, ouais. ça peut être, puis d'avoir un impact, évidemment, là, c'est assez pour qu'on ait un diagnostic de commotion. Puis dans l'autre extrême, on peut perdre conscience pendant plusieurs secondes, même 1 minute ou plusieurs minutes, avoir des vomissements, être confus pendant une certaine période de temps, puis ça va rester dans le range des commotions. On fait plus attention aujourd'hui, là, si vous parlez à des anciens là, de la Ligue nationale de hockey, là, moi, quand je travaillais avec eux, ils me disaient que parfois, il y avait eu une bagarre, ils s'étaient bagarrés, il y avait eu une commotion cérébrale, ils étaient sur le banc des pénalités, des punitions, puis ils ne se souvenaient même pas ce qui s'était passé, puis ils retournaient au jeu après. Ils ne se souvenaient même pas de pourquoi ils étaient assis sur ce banc-là. Donc, avant, on ne faisait pas trop de cas des commotions. Si la personne était capable de retourner au jeu, elle retournait au jeu. Par contre, on s'est rendu compte que lorsqu'on a une commotion, si on en a une deuxième, alors que le cerveau n'a pas récupéré complètement de la première, bien là, ça devient problématique puis dangereux. C'est souvent ces commotions-là où on va avoir des symptômes à très long terme. C'est difficile à revenir. Donc, c'est pour ça que maintenant, les protocoles sont beaucoup plus stricts de retour au jeu. C'est pour ne pas retourner au jeu un athlète qui a une commotion qui n'est pas complètement guérie, parce que si l'athlète en a une deuxième, puis des fois, ça peut être juste on va appeler ça une sous-commotion ou subconcussive impact là, en Mhm. anglais. Donc, un impact qui n'est pas assez pour être une commotion, mais assez fort pour avoir un petit impact sur le cerveau, bien, ça peut faire en sorte que les symptômes vont durer à très long terme. Mhm. Ah, ça a beaucoup évolué, par exemple, dans les sports professionnels depuis plusieurs années, là. Tu parles des protocoles. De plus en plus, on parle là, dernièrement beaucoup de santé mentale chez les athlètes, mais tu sais, les commotions cérébrales puis préserver le cerveau en bonne santé, de plus en plus, c'est mis de l'avant. Tu sais, on a juste à penser au film Commotion avec Will Smith, là, que ça parle beaucoup des Ouais. commotions cérébrales dans le temps avec la NFL et tout ça. Là, fait que, Ah, c'est drôle, hein, parce que là, on vient comme de toucher à 3 sujets tabous dans le sport, là. ouais, Les commotions, ça en était un, parce que de dire ah, je ne peux pas retourner au jeu après une mise en échec ou une bagarre, c'était un peu vu comme être faible, là, de ne pas ouais. retourner au jeu. Mhm. La santé mentale, hein, là, on a de plus en plus d'athlètes qui sortent dans les médias pour dire qu'ils ont des problèmes de dépression ou d'anxiété. Puis bien souvent, ces problèmes d'anxiété-là ou de dépression viennent avec des troubles du sommeil. Puis ils en parlent, hein, ils parlent qu'ils font de l'insomnie. Mhm. Le sommeil, de devoir dormir beaucoup, euh, ça a longtemps été vu comme être faible, puis c'est pas bien vu. C'est bien vu un athlète qui se lève tôt, qui s'entraîne à 5 heures du matin, qui fait tous ses entraînements avant d'aller travailler, puis euh, qui ne donne pas tant d'importance finalement au sommeil. Fait que c'est Ouais. 3 sujets tabous finalement. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, si on parle du sommeil, là, euh, parce que là, on va parler des bienfaits du sommeil pour commencer. Dans le podcast avec Jonathan, on avait parlé un petit peu, mais je pense que juste de rejaser de tout ça encore une fois, ça va être assez pertinent. Fait que les bienfaits, le sommeil, là, on le sait, je me répète encore une fois, c'est l'habitude de vie la plus négligée chez monsieur, madame, tout le monde, chez les jeunes qui veulent prendre la masse musculaire, les gens qui veulent performer dans leur sport, performer au travail, puis tout ça. Fait que on peut revenir sur l'importance, là, les bienfaits du sommeil, à quel point ça va réguler pratiquement toutes les fonctions du corps, puis ça va nous rendre en meilleure santé, ça va nous faire vivre plus longtemps. Je veux t'entendre Ah oui, parler de ça. on pourrait faire 1 heure Ouais, juste vraiment. sur l'impact du sommeil. Là, il y en Mm. a tellement. Là. Jonathan en il a parlé d'impact sur la performance sportive, Ouais. mais pour des personnes qui ne sont pas des athlètes professionnels, si on ne dort pas bien pendant plusieurs nuits, puis même une nuit, on va se rendre compte que le lendemain, on peut être plus fatigué ou somnolent. On a moins d'énergie. Donc, moins d'énergie pour
pour s'entraîner, pour travailler, pour s'occuper des enfants. On a moins d'énergie, puis on est plus irritable. Mmh. Donc, un petit quelque chose qui se passe dans la maison va nous rendre plus irritables ou au travail, par exemple. Puis, lorsque les mauvaises nuits se répètent, on peut devenir plus anxieux puis plus déprimé. On sait que le cerveau, pendant le sommeil, il y a les régions du cerveau qui régulent les émotions, qui gèrent les émotions, ils sont très impliqués dans le sommeil. Puis, d'ailleurs, lorsqu'on manque de sommeil de façon très, très, très importante, vous allez le voir, si une personne n'a pas dormi pendant plus de 24 heures, elle va commencer à se mettre à rire pour rien, à pleurer pour rien, mais à l'espace de quelques secondes. Ouais. Donc, c'est un des premiers signes de privation importante de sommeil. Là, non seulement on s'endort, mais on commence à passer du rire aux larmes sans raison. Donc, Mmh. le fait de moins bien dormir, on gère moins nos émotions. Mmh. Heu, Après une nuit de sommeil, peut-être un peu, mais si on a plusieurs mauvaises nuits de sommeil, puis souvent ce qu'on va faire, hein, c'est d'avoir plusieurs mauvaises nuits de sommeil ou pas assez dormir pendant plusieurs semaines, on peut avoir plus de difficultés à mieux gérer nos émotions. Mmh. Fait que ça, c'est quand même un gros rôle du sommeil. L'impact sur la motivation, on le dit, ça va un peu, ensemble. Sur l'énergie, donc on va se sentir moins énergique évidemment si on dort peu. Ça a un impact, puis ça peut-être que ça concerne moins l'entraînement spécifiquement, mais ça a un impact sur les capacités de concentration puis de mémoire, d'efficacité au travail, donc ou dans ses études. Donc, si on dort mieux, au lieu de prendre, par exemple, 2 heures pour faire une tâche, on peut peut-être faire notre tâche en 1h45. Fait Mmh. qu'au final, si on dort mieux, on est plus efficace au travail. Ça nous laisse peut-être plus de temps, si on a un travail un peu flexible, pour faire d'autres choses dans notre vie, dont, s'entraîner ou s'occuper des enfants. Fait que ça, c'est toutes les conséquences que ça a sur le cerveau, mais le sommeil a aussi des conséquences sur tout le reste du corps. Dans le podcast avec Jonathan Charest, il a parlé quand même des hormones qui régulent la faim. Donc, on le sait qu'après juste même une nuit de privation de sommeil, il y a des changements hormonaux, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir davantage faim. Puis non seulement ça, non seulement on va vouloir manger davantage, on est plus attiré par les aliments qui sont, gras, qui sont très caloriques. Donc, si on est dans un processus où on veut perdre du poids, par exemple, ou juste améliorer notre alimentation, mais que, on n'a pas un sommeil qui est de qualité ou suffisamment long, bien, ça se peut que ce soit plus dur de contrôler nos envies d'aller vers de la nourriture qui est peut-être moins, recommandée là, Mmh. pour atteindre nos objectifs. Ça, je Donc le ça, vois très souvent. tu le vois très Ah souvent. ouais, ça c'est Ouais, ben, on peut, je veux dire, tu as plusieurs podcasts sur la nutrition. C'est ouais, un gros domaine en soi d'être vraiment. capable de choisir puis de contrôler ses envies d'aller vers des Mmh. bons aliments. C'est extrêmement difficile, mais si on dort pas, ben, notre cerveau nous nuit en Mmh. plus Mmh. dans cette capacité-là à choisir les bons aliments. Mmh. Donc, lorsqu'on est en privation de sommeil, notre cerveau se sent à un état d'alerte où il se dit: «OK, il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver. Il Mmh. faut que je mette toutes les chances de mon côté» et ces chances-là, c'est d'aller chercher des aliments riches pour être sûr de ne pas arriver en pénurie d'aliments, Ouais. à plus long terme. Donc Mmh. ça ne nous aide pas. Mmh. Puis un aspect qui est peut-être moins connu du sommeil, c'est que ça régule aussi la douleur, puis la perception de la douleur, puis l'inflammation dans le corps. Puis pour ceux qui s'entraînent, de façon plus assidue, vous le savez que la douleur puis les blessures, c'est un gros effet limitant, là, à l'entraînement. Donc, le fait de moins bien dormir, ça va premièrement, pour une même douleur, on va la percevoir plus forte. Donc, on augmente notre perception de la douleur, lorsqu'on dort moins. La deuxième chose, c'est qu'un mauvais sommeil va augmenter tous les marqueurs d'inflammation dans le corps. C'est une réaction à la privation de sommeil ou au moins bon sommeil, c'est d'augmenter l'inflammation. L'inflammation, c'est un bon processus quand on a une blessure, hein, ça nous permet de guérir la blessure, mais d'en avoir trop, ça va aussi créer plus de douleur. Ouais. Donc, si on est privé de sommeil, on augmente les marqueurs d'inflammation dans le corps et on a plus de douleur. Donc, c'est pas un bon mélange là, d'avoir des blessures et d'être privé de sommeil. Ça peut faire en sorte que nos blessures vont prendre plus de temps à guérir
ou se chroniciser davantage. Bien sûr, là, le sommeil, ça n'explique pas 50% là, des blessures ou de la douleur. Ce n'est pas autant que ça. Là. C'est un petit pourcentage. Et c'est probablement de mettre toutes les habitudes de vie de notre côté pour favoriser, là, faire en sorte de ne pas avoir de blessures ou favoriser la récupération lorsqu'on a des blessures. Mmh. Vraiment. Puis ça, c'est un côté qui n'est pas souvent parlé de quand les gens ont des blessures puis qui entament un protocole de réhabilitation. L'impact des habitudes de vie, l'impact de la nutrition, évidemment, mais aussi le sommeil, à quel point le sommeil va aider à régénérer tous les tissus endommagés, les blessures. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis un lien aussi avec le risque de blessure. Il y a tellement de papiers scientifiques, des études, des corrélations qui ont été faites avec un manque de sommeil, beaucoup chez les athlètes, mais je ne sais pas si chez monsieur, madame, tout le monde, ça a été étudié aussi, mais un manque de sommeil et l'augmentation des risques de blessures, que c'est fou, là, j'ai tellement vu des genres de graphiques où ce que tu voyais le nombre d'heures de sommeil qui se rapprochait plus vers le 6, 7, 8 heures, puis là, tu voyais que le risque de blessure est diminué, puis plus on va vers le 3, 4, même 2 heures, puis plus le risque de blessure est augmenté. Puis un conseil que je donne toujours aux gens, c'est quand tu le sais que tu dors moins bien, puis que tu veux t'entraîner, peu importe si tu fais de la musculation, de la course à pied, des épreuves d'endurance, ben, c'est de le savoir comme, OK, je dors moins bien, peut-être que je ne pousserai pas la machine autant qu'à l'habitude. Comme moi, en ce moment, mon sommeil n'est pas tant, étant donné que j'ai un petit bébé à la maison. Mes nuits sont très, très courtes. J'ai recommencé à m'entraîner au gym cette semaine, mais je suis vraiment, mais vraiment conservateur dans mes charges. Je mets vraiment moins lourd que comparativement à ce que je mets d'habitude. Je m'écoute plus. Fait que je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça. Oui, mais comme tu dis, hein, le sommeil, on a beau faire tout ce qui est recommandé pour avoir un bon sommeil. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, Mmh, c'est des facteurs extérieurs, comme mmh, d'avoir, des enfants, à la maison, surtout les jeunes enfants, là. Ça vient, certainement perturber, là, significativement le ouais, sommeil. Avant d'avoir des enfants, il y avait peut-être des personnes qui dormaient, très, très bien leurs 8 heures par nuit. Avec l'arrivée des enfants, ça fait un sommeil plus fragmenté. mmh, Donc des fois, on a la même durée de sommeil, mais le sommeil est entrecoupé par des éveils. mmh, Hem où le sommeil est plus court, puis où on doit faire des siestes dans la journée, par exemple, là. Puis c'est vrai que de combiner, de dire: «OK, est-ce que je peux m'entraîner, avoir des jeunes enfants, puis dormir le 8 heures de sommeil recommandé par, une spécialiste en sommeil?» Des fois, ça peut paraître un peu, difficile de mettre tout ça ensemble, mais certainement que de dire: «Je vais garder le même entraînement qu'avant d'avoir des enfants» ou pendant que quand il arrive une situation familiale un peu difficile, là, de dire: «Je vais garder la même charge d'entraînement, puis je vais couper sur mon sommeil», c'est probablement pas la bonne recette. Donc, on faut essayer de donner une bonne place au sommeil, puis peut-être couper un peu sur l'entraînement, puis faire des entraînements qui sont plus intelligents, plutôt que d'essayer d'en faire, autant qu'avant, là, si tout ne rentre pas dans l'horaire de 24 heures. effectivement. Puis, juste une parenthèse, tantôt, tu parlais de la capacité de mémoriser aussi, là, en lien avec le sommeil, mais moi, je pense que ça a un énorme impact sur l'entraînement, parce que tu disais, pas sûr par rapport à l'entraînement, mais juste l'impact de tu dors mieux, tu as une meilleure capacité de concentration, de mémoire, mémorisation, ça se dit-tu ça? Ça se dit Oui? mémorisation, OK, oui. bon, c'est bon. Juste quand tu vas intégrer des nouveaux mouvements dans ta routine, si tu dors bien, tu as une bonne routine de sommeil, ben, tu encodes plus facilement les patrons moteurs de l'exercice que tu es en train d'apprendre. Fait que, tu sais, finalement, la mémorisation va avoir un impact aussi, ben, Ben selon moi, oui. en lien avec les exercices, puis avec l'entraînement qu'on va faire. Là, fait que ça Ben oui, peut c'est être. drôle que j'ai dit que ça avait moins de liens, mais ça en a un, très, très fort, là. Hmm, En fait, il y a plein au niveau scientifique, là, c'est un des domaines qui a été les plus étudiés, là, en lien, sur le lien entre sommeil et cerveau. C'est hmm, sur l'apprentissage qu'on dit moteur. ouais. Puis c'est vraiment des super études, super convaincantes sur, j'apprends un mouvement et on fait apprendre des mouvements à des participants. Ensuite, on les fait dormir, puis on mesure leur performance, puis on voit que pendant le sommeil,
ça leur a permis de s'améliorer. Donc, Mmh. lorsqu'ils sont testés après la période de sommeil, ils se sont améliorés, mais vraiment d'un pourcentage important, là. C'est pas juste de puis là, c'était sur des fois, ils font des petites séquences avec les mains, là, comme de Mmh. pianoter, là, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a un pourcentage, par exemple, de 30 d'amélioration. C'est énorme. Si on prend les mêmes participants ou d'autres participants, puis on leur fait apprendre la même tâche, puis au lieu de leur permettre de dormir, on les laisse éveillés pendant ce temps-là, mais ils ne s'améliorent pas. Ah Donc, ouais. le fait de dormir, non seulement ça nous permet de ne pas oublier ce qu'on vient d'apprendre, mais ça nous permet d'être même meilleurs dans ce qu'on vient d'apprendre. Mmh. Puis plus on fait l'action ou le comportement à prendre près de la période de sommeil. Donc, s'il y a un mouvement que vous voulez vraiment apprendre, l'idéal, ce serait de faire un entraînement, puis d'aller faire une sieste après. Mmh. Donc, plus le mouvement à prendre est près du sommeil, plus plus grand va être l'amélioration, dans le mouvement à apprendre. Fait que ça, c'est assez spectaculaire. Là, on est encore, même pour les chercheurs en sommeil, on est vraiment impressionnés par le rôle du sommeil dans la mémoire. Puis pour la mémoire motrice, là, ça, c'est vraiment spectaculaire comme effet. Ouais. Ah ouais, non, c'est sûr. Je me rappelle quand j'étais aux études, puis on étudiait pour des examens, j'avais changé mon approche au lieu de faire, de procrastiner comme en étant étudiant, puis de faire un rush d'études une semaine avant l'examen. J'avais lu à quelque part, là, à une place, je ne me rappelle plus en détail, là, mais qu'à la place de faire un rush d'études, tu te prends plus tôt, puis tu vas lire un chapitre ou un- un sujet précis avant de te coucher à tous les soirs. Fait que comme ça, tu n'as pas besoin de faire un long stretch où tu es 2 heures à étudier. Tu fais juste peut-être un 30 minutes, mais tu répètes ça souvent avant de te coucher, puis la mémorisation est meilleure. Puis moi, j'avais vu vraiment une grosse amélioration sur mes résultats scolaires, puis sur juste mon mode de vie général. Là. Tu sais, j'avais pas besoin de faire des gros rushs d'études avant les examens. Fait que j'imagine que Ouais, ça va avoir un lien aussi. Là. absolument. Oui, puis on peut appliquer la même recette pour l'entraînement, Mm, finalement. mm, Ouais. mm. Fait que là, on le sait que. Ah, puis ouais, justement, tu sais, l'impact du sommeil avec la longévité. Moi, j'ai souvent entendu parler que moins on dort, il va avoir un impact sur notre espérance de vie. C'est-tu vrai? Ouais. C'est-tu étudié un petit peu? Parce que j'avais souvent Ouais. entendu dire, bon, quelqu'un qui va négliger son sommeil pendant une longue période, là, tu sais, pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, comme quand les gens ont des jeunes enfants. Je pense que, j'imagine que dans une vie totale, c'est pas une longue période, mais quelqu'un qui pendant, je sais pas, là, 10, 15, 20 ans néglige son sommeil, il va avoir un impact sur son espérance de vie. Est-ce que c'est Ouais. toujours vrai? C'est-tu. Oui, bien, je trouvais ça intéressant parce que lorsque tu as parlé avec Jonathan, tu disais, ah, ben, les heures qui sont perdues, on ne peut jamais les rattraper. Puis il disait, non, non, Ouais. c'est pas vrai, là, parce qu'il ne faut pas paniquer non plus avec le Non, fait non, qu'on a non. des jeunes enfants puis on ne dort pas. Mais c'est vrai que si de façon chronique, ça veut dire presque plusieurs années, là, on a un trouble du sommeil où on est vraiment des petits dormeurs. Ce qu'on montre, c'est que quand on fait des études épidémiologiques, donc sur de Mm. très grandes populations, on voit que le taux de mortalité va être augmenté ou la longévité là, va être diminuée chez les personnes qui sont des petits dormeurs, donc par exemple moins de 6 heures, mais aussi chez les très longs dormeurs, donc chez les personnes qui dorment plus de 9 heures. Mm. On pense que, ben, c'est facile à s'expliquer pourquoi dormir moins de 6 heures ou moins de 5 heures, ça pourrait réduire l'espérance de vie parce que le fait de moins dormir, ça augmente les risques d'AVC, de crise cardiaque, de cancer. Donc, c'est par des processus complexes. Puis c'est pas parce qu'on est un petit dormeur qu'on va nécessairement avoir, par Non. exemple, un cancer. Là, c'est pas ça, mais Mhm. c'est lorsqu'on fait des statistiques au niveau épidémiologique, ça augmente ces risques-là. Donc, c'est pas étonnant qu'on voit plus de mortalité chez les petits dormeurs. Mm. Chez les longs dormeurs, là, on se pose plus de questions parce qu'on se dit, mais voyons pourquoi ce serait mauvais de dormir autant. Mais c'est peut-être qu'il y a des conditions autres, des conditions médicales, des conditions de santé qui poussent ces gens-là à dormir plus. Puis c'est plutôt ces conditions-là qui font qu'ils ont des risques de mortalité augmentés. Ok. C'est pour ça que les spécialistes disent qu'il faut dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. C'est basé sur, entre autres, sur ces études-là qui montrent qu'il y a plus
d'accidents, là, par exemple AVC, crise cardiaque ou les risques de mortalité chez les très petits dormeurs puis les très longs dormeurs. Donc, une Mmh, bonne nuit de sommeil, ce serait 7 à 9 heures. mmh, Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que les personnes qui ont des troubles du sommeil de façon chronique puis qui ne sont pas traitées, ça va augmenter leur risque de démence. Donc, pendant le sommeil, ça fait le cerveau fait un nettoyage des déchets métaboliques, donc les déchets des cellules qui sont accumulés pendant l'éveil. Donc, pendant l'éveil, les cellules travaillent fort, produisent des déchets, puis c'est pendant le sommeil que là, il y a un nettoyage qui se fait des déchets métaboliques. Puis dans ces déchets métaboliques-là, il y a 2 protéines, la protéine tau, la protéine amyloïde, bêta-amyloïde, sont 2 protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, les personnes qui ont des troubles de sommeil de façon chronique pourraient développer une maladie d'Alzheimer, par exemple, plus tôt que des personnes qui n'ont pas de troubles du sommeil. Mais encore là, c'est juste un facteur de risque augmenté, comme lorsqu'on dit que de ne pas faire d'exercice physique augmente les risques de démence. Il y a mmh, plein de personnes qui n'ont jamais fait d'exercice physique qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas un mmh, lien aussi direct que ça, mais donc, c'est toutes les bonnes habitudes de vie s'additionnent pour augmenter notre longévité, mais mmh, augmenter notre qualité de vie lorsqu'on va vieillir aussi. mmh. Puis on parlait du 7 à 9 heures là, par nuit. La qualité est toujours plus importante que la quantité quand on parle de sommeil. Hem, je ne sais pas si Ouais, tu es d'accord avec ça? oui et non. OK. Les 2 sont importants. Donc, c'est quoi une bonne nuit de sommeil? Ouais, justement. Ben, il faut dire que ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont dire: «Si moi je dors 7 heures, là, il me manque un bon 2 heures de sommeil, j'ai vraiment besoin de mon 9 heures». Donc pour cette personne-là, une bonne nuit de sommeil, c'est de dormir 9 heures de façon continue. Puis il y en a d'autres, je dirais les chanceux, ils vont dormir 5 heures, puis ils vont se sentir vraiment bien après leurs 5 heures de sommeil. Ils se réveillent sans cadran. Puis c'est pas parce qu'ils font de l'insomnie, ils ont vraiment l'impression d'avoir eu une bonne nuit de sommeil. Ça, ce sont les choyés. Il en existe, puis c'est vraiment super. Mais la majorité de la population, une bonne nuit de sommeil, ça va être entre 7 heures et 9 heures, OK. 7 heures et 8 heures surtout Mmh. de sommeil. Puis, non seulement il faut avoir une durée, ça prend une durée. On n'a pas le choix, là, ça prend une certaine durée. Il faut avoir la durée qui nous fait du bien. Puis une bonne nuit de sommeil, c'est un sommeil qui ne sera pas fragmenté par des éveils. Puis on le sait, là, quand on a des jeunes enfants, là, ça c'est un bel exemple de fragmentation de sommeil, là. Un bébé qui va se réveiller, par exemple, à toutes les 2 heures, puis qui va réveiller ses parents. Et ça, c'est un sommeil fragmenté, donc de se réveiller souvent. Puis même quand on n'a pas d'enfants, des fois, on va dormir une nuit, puis on va se réveiller le matin, puis on va dire: «My God, j'ai dormi d'un coup, je ne me suis pas réveillée une seule fois». On va se réveiller, puis on va avoir l'impression d'avoir eu un bon sommeil. Il y a des nuits où on va se réveiller souvent. Des fois, c'est pas des réveils si conscients, mais on a l'impression qu'on a bougé toute la nuit, qu'on a rêvé beaucoup. On rêve toutes les nuits, mais pour s'en souvenir, il faut s'être réveillé un peu. Donc, si on a l'impression d'avoir rêvé beaucoup, d'avoir bougé beaucoup, ou parfois même de s'être réveillé dans le milieu de la nuit pour pas être capable de se rendormir, bien ça, on va dire que c'est un sommeil fragmenté. Puis, le lendemain, on va avoir l'impression d'avoir eu un sommeil moins récupérateur. Donc, un bon nuit, une bonne nuit, c'est les 2. C'est une quantité puis une qualité de sommeil mis ensemble. OK, parfait. Ouais, c'est ça, les 2 vont ensemble, exactement. Mais puis les trucs pour, aider les gens à mieux dormir parce que, bon, ben, une bonne nuit de sommeil, c'est quand on va aller au lit, ben, on s'endort assez rapidement. Après ça, quand on se réveille le matin, ben, pas besoin de snoozer, plusieurs fois pour se réveiller, là. Mais des trucs qu'on pourrait, je me rappelle pas si j'en ai parlé avec Jonathan, mais des trucs pour optimiser le sommeil. On parlait justement de la chambre, bon, de la température de la chambre entre 17 et 19 degrés à peu près que Jonathan nous parlait. Mais juste, as-tu d'autres trucs là, comme tamiser les lumières, évidemment, des routines de sommeil que tu aimes utiliser, recommander aux gens? Ouais. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont tendance à faire de l'insomnie. Donc, Ouais. l'insomnie, ça peut être 3 choses, hein. Ça peut être une difficulté à s'endormir le soir à l'heure où on se sent fatigué, somnolent. Mhm. On va se coucher, on n'est pas capable de s'endormir. Heu, Ça, c'est l'insomnie d'endormissement. Il y a l'insomnie de maintien. Donc, on peut s'endormir le soir, mais à 2 heures du matin, on se réveille, puis on n'est pas capable de se rendormir avant 4 heures du matin. Puis il y a aussi des insomnies matinales. On se réveille à 5 heures, mais on aimerait ça dormir jusqu'à 7 heures, par exemple, puis on n'est pas capable de se rendormir.
Donc, il y a différents types d'insomnie. Les trucs pour mieux dormir, Jonathan en a parlé de certains trucs, là, par exemple la lumière, éviter la lumière bleue en Ouais, soirée. ouais. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'augmenter notre lumière dans la journée. Donc, Mhm. par exemple, sur l'heure du midi, d'aller dehors. Il n'y a rien de mieux que la lumière du soleil pour aller activer notre système d'éveil dans le cerveau. Euh, Peut-être que dans d'autres podcasts, vous en avez parlé, là, mais nos yeux ont des capteurs qu'on dit non visuels de la lumière. Ce sont des capteurs qui vont capter la lumière, qui sont sensibles à la lumière bleue ou la lumière blanche là, qu'on va voir. Puis, c'est pas interprété comme une image. Ça s'en va dans notre cerveau, dans l'hypothalamus, où il y a notre horloge de 24 heures. C'est la lumière de l'extérieur qui va venir influencer notre horloge de 24 heures. Si on veut être capable de s'endormir le soir, ben, il faut dire à notre horloge à quel moment on est le jour, puis à quel moment on est le soir. Donc, si on lui Mhm. donne un signal fort de jour, par exemple sur l'heure du midi, ça va beaucoup nous aider à nous endormir le soir, puis à garder un sommeil qui est consolidé pendant la nuit, donc de ne pas s'éveiller pendant la nuit. Si on a tendance à s'endormir trop tard, on est un type du soir, puis on aimerait ça s'endormir un peu plus tôt, mais c'est important de donner un signal de jour très tôt le matin à notre horloge. Donc, ça veut dire qu'à 8 heures, par exemple, très tôt, à 8 heures le matin, on peut aller 15 minutes dehors. Puis ça n'a pas besoin d'être très long, mais juste avoir 15-20 minutes de lumière de l'extérieur, ça va beaucoup nous aider à synchroniser notre horloge et à lui donner un signal de jour. Mhm. Si à l'inverse, on s'endort trop tôt le soir, à 8h30, on est toujours prêt à aller au lit, puis on trouve que ce n'est pas super pour les activités sociales, par exemple, bien, on peut donner un signal de jour un peu plus tard à notre cerveau. Bon, quand arrive le mois de novembre, c'est un peu dur parce qu'à 4 heures, à Ouais, 16 heures, il fait sombre, là, ouais. mais on peut, en après-midi, aller donner un signal de jour à notre cerveau. Donc, non Mhm. seulement c'est important d'éviter la lumière bleue le soir, puis des fois, ben, c'est un peu difficile avec les tablettes, les écrans, puis tout ça, Mhm. mais de donner un signal de jour, ça, c'est super important. Puis lorsqu'on travaille de la maison, à l'intérieur, la quantité de lumière qu'il y a, c'est à peu près comme 500 lux, 600 lux. Dehors, une journée où c'est plein soleil, c'est 10 000 lux. Hey, Donc, on tabarouette, voit OK. que la différence est énorme. Fait Ah que pour les oui. gens qui travaillent de la maison, qui ne sortent pas le matin, qui ne sortent pas le midi, puis qui vont juste aller comme sortir le soir quand il fait un peu noir, ben il n'y a pas de signal très fort de jour qu'on donne à notre cerveau en restant à la Mhm. maison. Donc ça, c'est un des trucs Ça, qui est... c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Non, on entend beaucoup d'éviter la lumière bleue, Ouais. puis avec raison, là. Mhm. C'est un bon truc, mais je trouve que c'est encore plus facile d'aller dehors 15-20 minutes Ben pour, oui. pour donner un signal de jour. Mhm. Donc, puis ça, je trouve que c'est encore plus agréable à faire, là. Fait Ben que, oui, ouais, vraiment. c'est un bon truc, là. Ouais. Ouais. Fait que ça n'est un. D'éviter l'alcool avant de se coucher. Je ne sais pas si ça vous en parlez souvent, là. L'alcool, Ouais. c'est vraiment utilisé avec modération. Mhm. Puis c'est sournois, l'alcool, parce que lorsqu'on prend un verre d'alcool le soir, on a l'impression qu'on va mieux s'endormir. Mais après, puis c'est vrai qu'un verre d'alcool peut nous aider à nous endormir. Par contre, notre sommeil va être de moins bonne qualité après. On va se Mhm. réveiller plus, on va moins avoir les bons stades de sommeil profond. Donc, c'est juste de mettre un petit plaster sur le bobo, de dire: «OK, je vais réussir à m'endormir», Mhm. mais après, on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Donc, si on a des problèmes de sommeil, d'éviter, l'alcool, en soirée. Puis, même chose pour le café. Il y a des Mhm. personnes qui sont très peu sensibles aux effets du café, donc tant mieux. Mhm. Mais pour ceux qui sont plus sensibles, ben, d'arrêter de prendre du café après l'heure du dîner, là, de ne plus en prendre, ça peut aider quand même à favoriser le sommeil, en Mhm. soirée. Mhm. Même le cannabis aussi, là, souvent, on entend plein de gens qui utilisent justement le cannabis sur différentes formes pour favoriser le sommeil, mais ça aussi, là, tu vas pas vraiment dans des stades de sommeil récupérateur. Oui, mais pour le cannabis, on sait moins parce qu'il y a eu très peu d'études qui ont Ouais. testé les effets du cannabis sur le sommeil. Fait Mhm. que souvent, c'est des études où les gens vont avoir rapporté être utilisateurs de cannabis, puis on va leur demander s'ils dorment bien. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'études où on a testé en laboratoire OK. la quantité de cannabis qui était prise, c'était quoi la quantité qui était Mhm. recommandée, puis de quoi avait l'air le sommeil, puis les différents stades de sommeil. Mhm.
Puis dans le cannabis, il y a effectivement des molécules qui vont favoriser le sommeil. Donc, je dirais que C'est-tu le CBD? oui, avec le OK. CBD, donc si une personne dit: «Ben moi, ça m'aide vraiment à dormir, puis je prends le cannabis sous telle forme, puis je vois des bons impacts sur mon sommeil», ben continuez vos actions qui sont aidantes. Par Mmh. contre, on ne peut pas dire que c'est validé scientifiquement pour l'instant. Donc il y OK. a on pense qu'effectivement le cannabis peut aider à s'endormir. Ce sont des hypothèses, mais ce n'est pas encore vérifié scientifiquement. Mmh. C'est ça, avec le CBD, on entend de plus en plus parler, là. Justement, on parlait d'athlètes professionnels. De plus en plus d'athlètes, professionnels vont s'associer, ben, peut-être retraités ou ben, encore en actifs, vont s'associer avec des compagnies de CBD, surtout aux États-Unis, là. Puis ça semble prometteur, mais comme tu dis, je pense qu'il manque un peu d'évidence scientifique pour faire des liens solides au moment où Ouais. on se parle aujourd'hui. Oui, oui, pour la gestion de la douleur aussi, Mhm. donc pour le sommeil, c'est, pour l'anxiété. Donc on pense qu'il y a effectivement des propriétés intéressantes, mais pour des utilisateurs de cannabis, si on veut aller en acheter, on ne sait pas trop c'est quoi la quantité qu'on doit Ah, prendre, on ne sait pas sous quelle forme le prendre. Donc mhm. si vous êtes déjà des utilisateurs puis ça fonctionne, tant Ouais. mieux, mais si vous n'êtes pas des utilisateurs, ça peut être vraiment difficile de trouver qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc, il y a d'autres solutions, je Oui, pense, vraiment. à utiliser qui sont plus reconnues. Puis pour l'insomnie, on le sait que les médicaments ou toute autre forme de molécules fonctionnent moins bien que les bonnes habitudes. Mhm. Puis si vous souffrez là, on parle de bonnes habitudes, mais si vous souffrez réellement d'insomnie, donc on sait qu'il y a quand même un 10 de la population qui vont souffrir d'insomnie, qui pourraient avoir le diagnostic d'insomnie. De juste s'exposer à la lumière dans la journée, c'est sûr que ça va aider, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Parce que lorsqu'on est insomniaque, c'est qu'on a aussi, bien, c'est qu'il est arrivé quelque chose dans notre vie qui fait qu'on a développé de l'insomnie. Parfois, ça va être un peu familial. Tout le monde dans la famille est insomniaque, puis on ne se souvient pas de quand ça a commencé, puis on est insomniaque depuis toujours. Mais parfois, c'est un événement de vie. Ça peut être d'avoir eu un bébé, ça peut être d'avoir eu un stress au travail, ça peut être de vivre un deuil, où là, on va vivre quelque chose de gros dans notre vie, puis on va vivre évidemment du stress, puis on va commencer à avoir de l'insomnie. Puis quand on commence à avoir de l'insomnie, les stratégies qu'on met en place vont souvent empirer notre problème de sommeil plutôt que de l'aider. Parce que pour régler notre problème de sommeil, il faut y aller avec des stratégies contre-intuitives. Fait que c'est pour ça que c'est aussi pire l'insomnie. C'est que lorsqu'on fait l'insomnie, disons que moi, je me couche à 10 heures le soir, puis là, je ne m'endors pas avant 2 heures du matin, puis là, à 7 heures, il faut que je me réveille parce qu'il faut que j'aille travailler. Bien, la nuit suivante, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais dire: «Bien là, ce soir, je vais me coucher un peu plus tôt pour essayer de récupérer». Alors là, mais mon horloge biologique n'est pas prête à dormir. Elle, elle s'endort habituellement juste comme à 10 11 heures. Là, je me couche à 9 heures. Bien là, je vais avoir encore plus de difficultés à m'endormir. Et avec le temps, je vais développer un peu un stress. Mon lit va devenir quelque chose de stressant plutôt que quelque chose de réconfortant. Puis, à dès que je vais commencer à me sentir que je fais de l'insomnie encore une autre soirée, bien là, les pensées commencent à rouler. Le petit hamster, il roule. On se dit: «Oh non, c'est pas vrai, pas encore ce soir, je fais encore de l'insomnie». La médication peut aider. Donc, si vous faites de l'insomnie sévère, puis vous vivez une période difficile, c'est bien d'aller voir son médecin. Puis il y a des médicaments qui existent, qui ont des courtes durées d'action, puis qui sont efficaces pour traiter l'insomnie. OK. Donc, dans une période aiguë, difficile de votre vie, où on veut régler l'insomnie, on peut aller voir son médecin qui va prescrire une médication. Par contre, il y a une panoplie d'études qui montrent que ce n'est pas la médication qui est le meilleur moyen pour régler l'insomnie, mais c'est vraiment les stratégies qu'on va dire comportementales qu'on va mettre en place. Donc, de défaire le cercle vicieux. Puis si vous avez de l'insomnie relativement légère, vous pouvez acheter un livre que moi, je trouve que c'est un petit bijou. C'est fait au Québec par Charles Morin, qui est professeur à l'Université Laval et psychologue. Donc, Charles Morin, c'est un chercheur, psychologue, expert mondial en sommeil et en traitement de l'insomnie. OK. Et Charles Morin a écrit un livre qui s'appelle Vaincre les ennemis du sommeil. OK. C'est un livre qui coûte à peu près 25 qui est disponible dans toutes les librairies. Et dans ce livre-là, il explique
d'où ça vient l'insomnie, mais aussi quoi faire pour régler l'insomnie. Puis toutes les étapes d'une thérapie comportementale pour régler l'insomnie sont présentes dans ce livre-là. Ah Donc, ouais. comme première étape, si vous ne voulez pas aller voir un spécialiste de l'insomnie pour commencer, vous pouvez acheter ce livre-là et ça peut vous donner quand même une bonne base. OK. Si par contre vous souffrez d'insomnie sévère depuis longtemps, peut-être que la lecture de ce livre-là ne sera pas suffisante, puis ça va vous prendre vraiment un spécialiste pour régler l'insomnie. Des spécialistes pour régler l'insomnie sont des psychologues ou psychothérapeutes. Il y en a quand même plusieurs au Québec. Il y en a dans le réseau public, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps avant d'y avoir accès, mais quand même, on peut mettre notre nom sur une liste d'attente. Sinon, il y a des psychologues qui œuvrent dans le domaine privé puis qui offrent ces thérapies-là. L'avantage, c'est que les thérapies sont vraiment efficaces et sont courtes. Donc, souvent, après moins de 10 rencontres, notre problème d'insomnie va s'être beaucoup amélioré. Donc, c'est des thérapies qui marchent bien, sont prouvées scientifiquement, puis ça vous redonne vraiment un contrôle sur votre sommeil et sur votre problème d'insomnie. Mmh. Donc, j'encourage beaucoup les gens à faire les démarches pour traiter leur insomnie. Puis si vous êtes des utilisateurs de médication depuis longtemps pour l'insomnie, cette thérapie-là peut aussi vous aider à vous débarrasser de ces médicaments-là pour votre trouble de sommeil. Si vous êtes utilisateur de médicaments, vous dites: «Ah, je l'utilise une fois par 2 semaines, juste quand j'ai des problèmes», je ne pense pas que c'est un problème grave. Par contre, si vous sentez que vous utilisez trop vos médicaments puis vous voulez contrôler mieux votre insomnie, ces thérapies-là, généralement, elles fonctionnent très bien. Mmh. Ouais, c'est un bon point, c'est intéressant. Parce que l'impact des habitudes qu'on a, les habitudes quotidiennes, nos comportements, c'est plus fort que justement que bien que la médication, que des suppléments alimentaires que des gens qui utilisent beaucoup, mais qu'au final, ça peut aider dans certaines parties, là, des gens qui poussent la machine un petit peu plus, mais ce que j'aime dire, c'est tout le temps la pointe, là, le top de la pyramide. Si le reste en bas n'est pas efficace et n'est pas solide, ça ne marchera pas. Ça va peut-être être à court terme, on va peut-être voir un effet, soit un effet placebo, mais ça ne règle pas le problème à la source, là. Fait que c'est un Oui, bon point, là, les études l'ont l'inconvénient. montré, hein, c'est vraiment le comportement Ouais. le changement dans le comportement qui va régler le plus l'insomnie. Mm. Le comportement, mais aussi dans les pensées, puis les cognitions, puis comme nos connaissances du sommeil. Dans cette Mm. thérapie-là comportementale, il y a une grosse partie qui vise à comprendre comment ça fonctionne le sommeil. Puis de mieux comprendre comment ça fonctionne, bien, ça nous permet d'avoir des comportements qui sont plus aidants pour notre sommeil plutôt que de leur nuire. Mm. Mais il y a plein d'autres troubles de sommeil qu'on peut avoir qui sont hors de notre contrôle. Au Québec, on a beaucoup le gène du syndrome des jambes sans repos. C'est comme ça au Québec, hein, on est une population où on est un peu isolé du reste de l'Amérique, puis on s'est donné les mêmes gènes. Puis on s'est donné le gène du syndrome de jambes sans repos. C'est quoi ça? C'est un gène, ça? Il faut avoir le gène pour avoir le syndrome des Ah jambes ouais. sans repos. Donc, ce OK. syndrome-là, il commence souvent dans la trentaine, quarantaine. Chez les femmes, ça va souvent commencer après des grossesses. Donc, on va commencer à avoir le syndrome de jambes sans repos. C'est un syndrome où on va avoir besoin de bouger les jambes, puis c'est surtout en soirée. Donc, ça a un horaire de 24 heures, ce syndrome-là. Puis Ah ça arrive ouais. surtout en soirée puis en début de nuit. Puis parfois, les gens vont avoir l'impression de faire de l'insomnie, puis ils ne vont pas réaliser que c'est un syndrome de jambes sans repos. Ils ont l'impression que leur tête dort, réussit à s'endormir, mais que leurs jambes veulent tout le temps bouger, puis ça les empêche de s'endormir, puis ils n'arrêtent pas de se réveiller. C'est un OK. syndrome, donc, où les jambes vont bouger de façon involontaire, ou des fois, les jambes vont avoir vont avoir un sentiment de fourmillement, de picotement, ou même des crampes dans les jambes. Puis le seul moyen de régler ça, c'est de bouger les jambes ou de marcher. Donc, lorsqu'on veut s'endormir, bien évidemment que ça ne fait que nous réveiller. Il y a, évidemment, si on a un syndrome de jambes sans repos qui arrive juste quelques jours par mois, puis que le fait de marcher un peu, puis de se recoucher après règle le problème, bien, c'est finalement pas un très gros problème. Mais généralement, ça va augmenter avec l'âge. Donc, si vous en avez un peu à 25 ans, c'est possible qu'à 35 ou 45 ou 55, ce soit de pire en pire. Puis le syndrome des jambes sans repos est associé à beaucoup de mouvements des jambes pendant le sommeil, mais ce sont des mouvements qu'on dit périodiques, qui vont arriver, par exemple, à toutes les 30 secondes, 1 minute,
il va avoir comme un petit coup de pied. Et ça fait en sorte de nous réveiller un peu. Donc, à toutes les fois qu'on va avoir ces mouvements de jambes-là, notre cerveau va se réveiller, puis notre cœur va s'activer. Donc, notre cœur se repose moins, puis notre cerveau se repose moins. Puis ça a même des impacts sur notre pression artérielle. Notre pression artérielle va augmenter pendant la nuit, alors qu'elle devrait rester plus basse. Donc, le syndrome de jambes sans repos, c'est très fréquent dans la population. C'est probablement sous-diagnostiqué, sous-traité. Donc, si vous pensez avoir un syndrome de jambes sans repos, il faut consulter votre médecin. Il existe, et là, oui, il y a des techniques comportementales. Des fois, les gens vont dire les massages m'aident ou le fait de marcher va m'aider. Mais il y a aussi des médicaments qui fonctionnent assez bien, qui vont OK. pas guérir, mais qui vont enlever les symptômes puis qui vont nous permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, il faut parler à son médecin si on a un syndrome de jambes sans repos qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Mmh. C'est intéressant ça. Je savais même pas que c'était un gène, en tout cas, ça, je l'apprends. Puis dans les autres troubles de sommeil, là, on a parlé des 3 types d'insomnie, syndrome des jambes sans repos. On parlait aussi des oiseaux de nuit, les gens qui sont décalés. Ouais. Ça, c'est un autre trouble de sommeil. Oui, les oiseaux de nuit, donc ça peut être une forme d'insomnie parce que c'est des personnes qui aimeraient s'endormir à une heure qu'on va dire normale, là, qui Mhm, l'heure typique, là, l'heure où mhm. la population générale s'endort puis ils ne réussissent pas. Donc on peut être décalé. Ça arrive souvent chez les jeunes adultes. Donc chez les adultes d'âge moyen, là, donc à partir de 40 ans, ça arrive un peu moins, mais ça va arriver beaucoup chez les plus jeunes. Typiquement, là, les adolescents, c'est des oiseaux de nuit, hein. Les adolescents Mmh. vont avoir tendance à s'endormir plus tard puis à se réveiller tard. Puis l'adolescence, pour le cerveau, ça dure longtemps, hein. Jusqu'à 25 ans, on est un peu adolescent, là, du point de vue de la maturation de notre cerveau. Notre cerveau reste jeune, en tout cas par rapport au Ouais. sommeil. Fait qu'à 25 ans, à 30 ans, on peut encore être des oiseaux de nuit. Donc, on a la difficulté à s'endormir avant 1 heure, 2 heures du matin. Puis le matin, ben, c'est difficile de se réveiller. Puis là, ben oui, il faut donner un signal d'éveil très tôt à notre cerveau. Donc, par exemple, de donner de la lumière très tôt. Puis de donner un signal de nuit aussi en soirée. Donc, de ne pas s'exposer à de la lumière, par exemple, après 9 heures le soir pour réussir à s'endormir. Donc, ça, c'est un autre trouble de sommeil qu'on voit souvent. Puis, je dirais l'autre trouble de sommeil qu'on voit vraiment souvent, c'est l'apnée du sommeil. Puis, s'il y en a qui ont, par exemple, des surplus de poids, puis qui ont tendance à prendre leur poids dans le haut du corps, ça c'est souvent un peu plus les hommes là, qui vont avoir tendance à prendre du poids plus au niveau thoracique. Hem, Quand on prend le poids dans le haut du corps, on en prend aussi autour de nos voies respiratoires. Donc si on a cette tendance-là, on est plus à risque de faire de l'apnée du sommeil. Et si on a aussi un visage qui a une morphologie, je dirais de type là, petit cou, petit menton, grosse langue, donc toute une morphologie qui peut obstruer nos voies respiratoires pendant le sommeil. Donc, on peut être plus à risque de faire de l'apnée du sommeil. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L'apnée du sommeil, c'est le fait d'arrêter de respirer plusieurs fois par heure. Donc, c'est souvent là, au moins 5 fois par heure, mais on va parler d'apnée plus significative lorsqu'on arrête de respirer 15 fois par heure pendant au moins 10 secondes. Donc, si on calcule ça, ça peut faire en sorte que, une personne va arrêter de respirer plusieurs centaines de fois par nuit. Donc, il y a des personnes, ceux qui font de l'apnée significative, là, ça peut être 30 fois, 40 fois, par heure, on va arrêter de respirer. Donc, au bout d'une nuit, c'est plus de 200-300 fois là, que la personne va avoir arrêté de respirer. Elle arrête de respirer parce que les voies respiratoires, avec le relâchement des muscles pendant le sommeil, les voies respiratoires vont s'écraser, vont se bloquer. Donc, le cerveau envoie un signal aux poumons de respirer. Les poumons essaient de respirer, mais l'air ne passe pas. Puis pour que l'air finisse par repasser, finalement, il faut que le cerveau s'éveille. Donc, notre cerveau va manquer d'oxygène. Parce qu'il manque d'oxygène, il va se réveiller. Ça ferait une fragmentation du sommeil. Là, on se réveille, on reprend notre souffle, on se rendort, puis après, il y a une autre apnée qui survient. Donc, c'est extrêmement fréquent. On pense que c'est 30 à 40 des hommes d'âge moyen qui ont de l'apnée du sommeil. Puis ça, comme le syndrome des jambes sans repos, ça augmente avec l'âge. Donc, c'est un peu moins fréquent dans la vingtaine. Dans la trentaine, ça augmente. Puis dans la quarantaine, cinquantaine, c'est encore plus fréquent. C'est un peu moins fréquent chez les femmes. C'est plus autour de 15 chez les femmes d'âge moyen, mais ça augmente avec l'âge.
Ça augmente, comme je disais, avec l'obésité ou avec le fait de prendre le poids, au niveau thoracique, abdominal. Mais parfois, on peut être des personnes, très minces, et avoir quand même de l'apnée du sommeil, là. Donc, il ne faut pas, s'imaginer là que c'est seulement les personnes qui sont en surplus de poids qui ont de l'apnée, là, pas du tout. Mmh. L'apnée du sommeil, ben, si vous avez un surplus de poids, le fait de perdre du poids peut réduire ou même régler les apnées du sommeil, si ce n'est pas dû à un problème plus morphologique. Si vous avez un surplus de poids au niveau thoracique et abdominal, ça peut faire une grosse différence Mmh. au niveau de l'apnée du sommeil. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'apnée du sommeil, comme ça coupe l'oxygène au cerveau, hein, ça diminue l'oxygène au cerveau, ça fragmente le sommeil, mais dans la journée, on a beaucoup moins d'énergie, on a de la somnolence, puis on est plus déprimé, on a plus tendance à avoir des maux de tête. Donc, le fait de perdre du poids, pour notre santé peut améliorer les apnées du sommeil, mais va nous redonner beaucoup d'énergie, va nous donner une bonne humeur, puis, va nous redonner, moins de somnolence, donc des meilleures capacités aussi d'attention, de concentration. Donc de perdre du poids, ça peut avoir un effet là, indirect, sur l'ensemble de notre journée là, parce que ça améliore notre sommeil. Parfois, ben, c'est difficile de perdre du poids là, et c'est aussi, parfois c'est notre morphologie qui fait qu'on est plus à risque d'avoir de l'apnée du sommeil. Si vous pensez faire de l'apnée du sommeil, vous pouvez contacter aussi votre médecin pour avoir un dépistage ou un diagnostic d'apnée du sommeil. Puis ensuite, là, vous le savez probablement, il y a des appareils là, qui sont Ouais. peut-être pas, les plus, sexy ou confortables, mais qui peuvent changer notre vie, qui sont des appareils qu'on va dire par pression positive continue. En anglais, c'est des CPAP. CPAP, ouais. Donc, on va porter la nuit, qui va envoyer une pression d'air positive dans les voies respiratoires pour garder les voies respiratoires ouvertes. Puis franchement, bien qu'il y ait des personnes qui sont réticentes à utiliser le CPAP ou que c'est difficile parfois de l'utiliser à toutes les nuits, les personnes qui l'utilisent au moins 4 heures par nuit, au moins 4 nuits par semaine, ils vont voir des changements. Souvent, ça va être des changements radicaux dans leur vie, là, positifs. Les gens vont dire qu'ils ne se souvenaient pas à quel point il y avait de l'énergie avant, qu'ils ne se souvenaient pas à quel point là, ils se sentaient aussi bien dans la journée parce que l'apnée arrive de façon graduelle, vient nuire à l'énergie de façon graduelle, puis on oublie un peu qui on était avant de faire Mmh. des apnées du sommeil. Donc, si vous pensez en faire, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un diagnostic, puis de faire le traitement si le traitement est suggéré parce que ça peut vraiment changer votre vie. Puis pour les personnes pour qui c'est difficile de s'entraîner, qui n'ont pas l'énergie, mais qui font de l'apnée du sommeil, bien, si on traite l'apnée du sommeil avec le CPAP, ça peut redonner plus d'énergie, puis aider après ça à faire les entraînements. Donc, Ah, ben oui, c'est ça. il faut pas négliger le traitement Ouais. du sommeil, là. Ben oui, que de perdre du poids, par exemple, faire Mmh. des entraînements peuvent aider à améliorer l'apnée du sommeil, mais Mmh. ça peut être difficile Mmh. d'entreprendre tout ça sans traiter le sommeil d'abord. Ouais. Parce que la machine, ça peut être un outil pour retourner faire de l'effort physique. Puis là, bon, ben, dépense énergétique va s'en suivre, puis perte de poids va être un peu le résultat final de l'équation, là. Fait que ça peut être utilisé pendant un petit moment, juste le temps de rétablir, de donner de l'énergie dans le jour pour bouger plus, puis après ça. Oui, il y a effectivement des Mm. personnes qui ont commencé à utiliser la machine, puis que finalement, après, plusieurs mois quand même d'entraînement, là, puis de perte de poids, n'ont pas eu besoin de poursuivre avec la machine. Je dirais que ça, c'est des super beaux succès, là, Ouais, vraiment. c'est vraiment des belles histoires, mais c'est possible. Donc, Mhm. je pense que le message, c'est que les troubles du sommeil, ça se traite. Puis Mm. quand on en a, il ne faut pas hésiter à aller voir, son médecin pour, faire les démarches pour que ce soit traité parce que ça peut vraiment changer, nos Mm. journées. Vraiment. Ensuite de ça, les ronflements, ça fait-tu partie des troubles de sommeil? Ouais. Bien, le fait de ronfler, bien, premièrement, ça peut beaucoup déranger notre partenaire de Oui. lit. Fait que si on n'a pas un trouble de sommeil lié au ronflement, notre partenaire de lit peut avoir un trouble du sommeil lié Ouais, c'est ça. au ronflement. Ouais. Souvent, quand on ronfle, on ne s'en rend pas compte, hein. Nous, ça ne nous dérange pas de ronfler. Les femmes vont être plus gênées de rapporter qu'ils ronflent. C'est plus les hommes, hein, qui vont rapporter qu'ils vont ronfler. C'est très lié à l'apnée du sommeil. C'est un premier signe comme quoi nos voies respiratoires sont très partiellement bloquées. Donc, si on a un léger ronflement, des fois, c'est un ronflement qui est positionnel. C'est le fait d'être, par exemple, couché sur le dos qui va faire que nos voies respiratoires sont
un petit peu affaissé, là, sans être bloqué, que ça réduit un peu le passage de l'air, puis qu'on va donc avoir un ronflement, mais que ça ne va pas diminuer la quantité d'oxygène qui est dans notre sang, donc qui arrive à notre cerveau, ça ne va pas nous réveiller. Donc, dans ces cas-là, il faut juste s'assurer que ça ne va pas empirer nos ronflements, puis que ça va éventuellement évoluer vers de l'apnée du sommeil. Et Mhm. vous pouvez le demander à votre partenaire de Ouais. nuit. Donc, si vous avez un ronflement, que vous avez l'impression d'avoir un très bon sommeil, que dans la journée, vous vous sentez énergique, pas somnolent, que votre partenaire de lit dit que vous ne vous réveillez pas, que vous n'arrêtez pas de respirer, vous n'arrêtez pas de respirer Ouais. pendant le sommeil, que vous ne vous réveillez pas pendant votre nuit, bien, ça peut être un ronflement qui est bénin, là, qui n'est pas Mhm. grave. Mais c'est vrai que les personnes qui vont faire de l'apnée du sommeil, typiquement, ce sont des personnes qui vont ronfler. Donc, qui vont avoir un ronflement, puis là, tout d'un coup, le ronflement arrête. Mais c'est parce qu'ils arrêtent de respirer, les voies respiratoires le bloquent complètement. Puis là, le cerveau va se réveiller, puis là, ils vont reprendre leur souffle, ça va être bruyant, Mhm. ils vont se remettre à ronfler. Chez les hommes, c'est vrai que c'est un signe quand on ronfle qu'on va peut-être faire de l'apnée. Chez les femmes, c'est moins rapporté. Donc, les Ouais. femmes qui font de l'apnée vont dire qu'ils se sentent fatiguées, qu'ils ont mal à la tête, qu'ils n'ont pas d'énergie, qu'ils sont un peu déprimés. Mais des fois, ils ne vont pas rapporter qu'ils vont ronfler. Donc, c'est plus un signe que les hommes rapportent, puis un peu moins les femmes. Ok. Mhm. Ah, on a fait le tour pas mal. La somnolence dans la journée, je pense qu'on avait parlé aussi, c'en est un autre. Ça, je pense que c'est le Oui, dernier qu'on pourrait parler. ouais, ça va beaucoup avec la fatigue. Des fois, c'est difficile de Ouais. départager si je suis somnolente ou fatiguée. C'est 2 choses différentes, hein. Être fatigué, si on fait un gros entraînement physique, on le Mhm. sait, là, après, on peut dire: «Oh my God, j'ai les jambes fatiguées» ou «J'ai les bras fatigués», mais on n'est pas somnolent, là. On n'a pas le goût d'aller Mhm. dormir, là. On a le goût de s'écraser peut-être, mais pas de dormir. De la somnolence, c'est le fait d'avoir envie vraiment de dormir. Il y a des personnes qui ont un trouble de somnolence, donc qui vont vraiment avoir soit de l'hypersomnie, donc qui vont dormir très longtemps la nuit, puis qui vont quand même s'endormir dans le jour. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des nuits normales, mais qui vont tout le temps avoir l'impression d'être somnolentes quand même dans la journée. Il y a évidemment des médicaments qui peuvent nous aider à nous réveiller. Il y a des gens qui vont Mhm. médiquer avec du café Ouais. pour aider la somnolence. Je dirais que ben, de prévoir ces périodes d'activité physique dans la journée pour essayer de se réveiller. Donc, évidemment que de faire de l'activité physique peut nous réveiller. De prévoir des siestes de 15 à 20 minutes, pas plus tard que vers 14 heures l'après-midi, ça peut aider aussi la somnolence. Puis, et des fois, de faire un journal d'énergie qui va Ah donc ouais. tous les jours indiquer où est-ce qu'on a eu le plus d'énergie, où est-ce qu'on a eu le moins pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que lorsqu'on est somnolent, on n'est pas somnolent toute la journée. Ça arrive à des périodes précises. Puis le fait de mieux comprendre quand est-ce que ça arrive, ça nous permet de mieux intervenir. Si on dit, mais je suis toujours somnolente entre 1 heure l'après-midi puis 3 heures, ben, de voir qu'est-ce que je peux faire pour contrer cette somnolence-là, tu sais, qui n'est pas productive, je ne suis pas capable de travailler, puis peut-être que ce serait mieux de faire une période d'activité physique, par exemple, tout de suite après le dîner, plutôt que d'être somnolent ou de faire une sieste. Donc, c'est essayer de comprendre d'où vient notre somnolence, puis est-ce que c'est dû à la nuit qu'on a passée avant ou pas. Donc, on peut Mhm. faire un agenda de notre sommeil, mais un Ouais. agenda de nos journées aussi pour comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est un bon truc, ça. Ouais. Ah, j'ai tellement de questions qui me viennent à la tête, là. Je pense qu'on a rappé un peu le sujet des troubles du sommeil, mais un point qui m'est venu, les gens qui travaillent de nuit. Euh, on le sait, là, il y en a beaucoup, les infirmiers, infirmières, les gens qui travaillent dans des usines parfois, policiers, policières, ambulanciers, ambulancières. As-tu des conseils que tu pourrais donner à ces gens-là qui vont travailler de nuit, puis après ça, sont toujours en train de se revirer de bord, comme on dit, là, bon, ils vont faire euh, une semaine de nuit, une semaine de jour. C'est quoi que Oui, les gens c'est non seulement pourraient ils essayer? travaillent, oui, non seulement ils travaillent de nuit, mais en plus, souvent, ils vont être sur des quarts de travail où il va y avoir des Ouais, rotations. Donc, des ils vont travailler rotations, parfois de jour, de soir, de nuit. ça c'est pire quasiment. C'est effectivement difficile. Il y a des personnes qui ne vont jamais s'adapter au travail de nuit. Donc, on Ouais. sait qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile, qui ne vont pas s'adapter. Il y a des personnes qui vont bien s'adapter. Puis ce qu'on sait surtout, c'est qu'il n'y a pas une recette unique. Ben, Mhm. d'abord parce qu'il y en a qui vont travailler exclusivement de nuit, d'autres exclusivement de soir, puis il y en a d'autres qui vont toujours avoir des quarts de travail sous rotation.
la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut, faire attention à l'exposition à la lumière, comme on le disait. Si on termine de travailler notre chiffre de nuit, puis qu'on s'expose à la lumière du matin, puis qu'on veut aller se coucher, bien là, on vient de donner à notre cerveau un signal de jour, puis là, on essaie d'aller redormir par la suite. Donc ça peut être un un facteur qui va nuire à notre qualité de sommeil. Si on travaille de nuit, puis on voudrait que notre nuit se poursuive plus longtemps pour pouvoir dormir le matin. Mais c'est pas simple le travail de nuit, puis il y a une de mes collègues qui a fait un outil, pour les travailleurs de nuit qui est Ah disponible ouais? sur notre site web. Puis je OK. pourrais, donner, l'adresse exacte de l'outil. Ouais. Puis c'est une formation pour, comprendre comment moi, avec mon horaire de travail, puis mes préférences de sommeil, je peux adapter mes horaires de sommeil puis de journée pour mieux dormir. Donc, Ah, parce qu'il y a pas une recette, magique. c'est intéressant. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Parfait. Et moi, un truc que j'avais entendu des gens qui vont travailler dans une usine, par exemple, c'est d'essayer justement de prolonger la nuit le plus possible. Fait que le truc, c'était de mettre des lunettes fumées noires en sortant de l'usine. Fait que là, le soleil puis la lumière du jour, ben, au moins, est atténuée un petit peu par les lunettes de soleil. Puis après ça, c'est de quand elle rentrait dans la maison. Bon, c'est pas toujours facile, là, mais exemple, des gens qui ont des jeunes enfants, puis là, la routine de jour commence, mais d'essayer de faire en sorte que la chambre, ben, déjà, les rideaux sont toujours fermés, puis d'essayer de répliquer là, que ça soit le plus sombre possible. Fait que ça, c'est des trucs peut-être que ça peut aider certaines Oui. personnes Ah aussi. oui, 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 de mettre des lunettes de soleil, c'est un Ouais, très bon truc, là, puis de ouais, rester dans le noir le plus ouais, longtemps possible. Donc, quand on sait comment fonctionne le sommeil, quand on sait c'est que ça. notre horloge fonctionne avec une période de 8 heures à peu près où elle aime la noirceur, puis une Mhm, période où elle aime le jour, bien, mhm. on peut juste décaler notre horloge pour que notre nuit, finalement, soit le matin ou le soir. Il y en a qui vont préférer dormir avant leur quart de travail. Donc, on peut aussi changer notre rythme pour que ça fitte mieux avec notre horaire Ouais, de travail. ouais. Ah, écoute, Nadia, c'est vraiment cool comme discussion. Je suis content des sujets qu'on a dressés ensemble. Là, je regarde un peu les points qu'on avait parlé un peu par email ensemble, mais on avait pas mal fait le tour. Je pense qu'il y avait les nouvelles technologies par rapport au Ah sommeil. oui, Ça, c'est un truc, de plus en plus, c'est trendy, là. Bon, les Fitbit, j'en ai parlé un peu avec Jonathan, mais je suis curieux de t'entendre un peu sur ça, les outils pour tracker le sommeil, qu'est-ce qui est prometteur pour le futur. ouais, ben, je sais que Jonathan en a parlé, puis il s'y connaît probablement plus que moi, Ouais. sur les outils pour traquer le sommeil. Mais il y a aussi des outils pour rendre notre sommeil plus profond. Puis ça commence, hein. Vous avez sûrement vu là, des bandeaux qui permettent de stimuler le cerveau lorsqu'on fait de l'activité physique. Là, Mhm. il y a des athlètes professionnels là, qui sont commandités par ces Ouais. compagnies-là où ils mettent une sorte de bandeau ou d'écouteurs là, qui Mhm. disent qu'ils vont stimuler les régions du cerveau pendant qu'il fait un mouvement pour que le cerveau apprenne mieux. Puis, c'est ce même souvent, c'est les compagnies qui vont le promouvoir, heu, c'est pas toujours basé sur les c'est pas toujours Ouais. complètement validé scientifiquement, là, fait qu'il faut OK. rester prudent. Ouais. Par contre, on a montré que si on stimulait de cette façon-là notre cerveau à certains moments du sommeil, ça permet d'avoir un sommeil plus profond, puis plus OK. récupérateur. Donc, présentement, si vous achetez un genre de bandeau comme ça, puis que vous l'utilisez pour approfondir votre sommeil, je vous garantis que ça va probablement pas fonctionner. Mais Mhm. laissez les chercheurs en sommeil chercher encore un peu, puis Ouais. peut-être que dans 5 ans, on aura effectivement ce genre de bandeau-là qui va nous permettre d'avoir un sommeil plus profond. Mais la recherche scientifique la plus cool que j'ai lue cette année, c'est une étude où ils ont fait entendre des mots réconfortants puis apaisants pendant le sommeil. Ah Donc, les ouais. personnes dormaient, ils écoutaient des mots qui suscitent le calme puis la relaxation. Dans cette étude-là, c'est juste une étude, hein, fait qu'on Ouais. reste prudent dans nos conclusions, mais ils ont montré que le sommeil devenait plus profond lorsqu'on écoutait des mots calmes et Ah ouais. apaisants. Puis c'est possiblement vrai avec de la musique calme aussi, ça veut dire. Mais ça, c'est pas prouvé scientifiquement encore. Puis Mhm. quand il y a une étude qui montre un truc, nous, on reste quand même prudent. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des moyens qui sont pas pharmacologiques d'aller encourager les stades profonds du sommeil, qui sont les stades les plus récupérateurs.
Donc, peut-être que si vous dites que vous écoutez de la musique calme pour vous endormir, ben, laissez-le jouer peut-être pendant votre sommeil. Peut-être que vous verrez, vous sentirez un impact, positif. Mmh. Mais c'est pas encore, comme je dis, hein, je garde, on reste nuancé parce que c'est pas encore, validé par la science, mais c'est des Ouais. avenues de recherche. On cherche donc à trouver des moyens sans donner une pilule, donc vraiment des moyens non pharmacologiques d'aller approfondir le sommeil. Je dirais que ça, c'est ce Mmh. qui est le plus cool en ce moment dans le domaine. Mmh. Ah ouais, c'est ça la musique. Même les bruits blancs, là, j'en entends souvent parler ça, surtout pour les enfants, là. Plein de bruits réconfortants, là, comme juste les vagues. Un bruit de forêt aussi, ça pouvait aider, favoriser l'endormissement ou bien le sommeil, là. Nous autres, quand on dort, ma conjointe puis moi, on utilise beaucoup des bruits blancs, puis on aime bien ça. Mais L'été, oui, surtout, c'était le ventilateur, puis là, c'était comme c'est quasiment rendu une joke, mais on le mettait tout le temps, même quand il faisait pas nécessairement chaud. Puis on dormait bien, là. On l'utilise pas tout le temps, mais cet été, c'était beaucoup ça, là. Fait que ouais, ben ça peut rentrer dans le spontanément, même. c'est ça, Ouais, on se dit, il y a plein de trucs, hein, juste sur, Apple Music, il y a des listes de lecture ouais, pour l'endormissement, relaxation. C'est pas validé scientifiquement, mais il y a cette étude-là qui est sortie avec des mots ouais. relaxants, puis je trouvais ça vraiment cool parce qu'ils ont vraiment été mesurés, le sommeil là, avec Mhm, le G, puis ont vraiment vu qu'il y avait plus d'ondes lentes pendant le sommeil. Des ondes lentes, ce sont de l'activité de notre cerveau qui montre que notre sommeil est vraiment profond et récupérateur. Et était capable de montrer qu'il y en avait plus lorsqu'on écoutait des mots relaxants. Fait que je trouvais ça très cool. ah ouais, ça, c'est intéressant, vraiment. Mais c'est sûr qu'il y a un avenir, hein. Il y a comme un futur, là, puis de plus en plus, ça va être étudié. Comme le sommeil, on en entend de plus en plus parler, là, via des podcasts, il y a beaucoup de livres aussi, là, comme je pense à Why We Sleep ou Pourquoi nous dormons de Matthew Oui, Walker, probablement que tu le connais, là. oui. Quand même, c'est une bonne brique qui est quand même très intéressante aussi, là. Ah Fait que, oui, vraiment, vraiment. ouais. Puis fait que ça va continuer à se développer, mais on commence juste à comprendre à quoi ça sert le sommeil, mais tout ce qu'on trouve maintenant, Mm, ça a un rôle vraiment majeur sur toute la ouais, santé. ouais. Puis pour terminer sur une note un peu plus personnelle, Nadia, les conseils que tu pourrais donner en tant que mère de 3 enfants, de sommeil, comment tu gères ça, toi, à la maison? Intégrer entraînement d'endurance, les 3 enfants, le sommeil. Ouais, il y a tellement pas une recette, hein, parce que, Non, c'est ça. j'y pensais avant qu'on se parle, puis je me disais: «Toutes mes stratégies ont changé avec l'âge de mes enfants, là». Oui, Maintenant, ils probablement. sont rendus, plus vieux. Puis quand ils étaient petits bébés, ben, quand ils dormaient, je m'entraînais. Donc, je les Mm, couchais tôt, puis là, je réussissais à m'entraîner, je m'entraînais le soir. Puis à un moment donné, ben, quand, ils étaient plus vieux ou même là, à la préadolescence, adolescents, mais mes adolescents, souvent, ils se couchent plus tard que moi. Fait que là, je peux mm, pas comme aller les coucher puis ensuite, mhm, m'entraîner, ça marche pas. Hem, comme mère, je trouve que c'est il y a une étape où les enfants, quand ils sont tout petits, là, comme à 6 mois, là, tu sais, on peut s'entraîner de la maison. S'entraîner devant eux, ils trouvent ça très cool de nous voir ouais. bouger, puis ils jouent avec leurs petits trucs, puis ils nous regardent faire nos entraînements, puis ils trouvent ça Mhm, drôle. Il y a un âge où c'est plus difficile, là, tu sais, entre 3 5 ans, quand on est là, puis on s'occupe pas d'eux, ben évidemment qu'ils trouvent pas ça intéressant. Fait que c'est à ouais, cet âge-là où j'allais les coucher, puis je m'entraînais une fois qu'ils étaient couchés. Puis après, ben, c'est de s'entraîner peut-être avec les enfants. Puis des fois, ouais. c'est drôle parce que j'ai mon plus petit qui, là, il s'amuse à faire des 2 kilomètres de course avec moi. Bon, c'est pas tout mon entraînement de course, 2 kilomètres, mais là, aujourd'hui, il m'a dit: «Ben là, ce soir, maman, là, on va intégrer un entraînement de musculation après notre course». Mm, Pas tout mon entraînement, mais bon, ça me fait faire un petit peu d'entraînement. Puis mes plus vieux, maintenant, c'est eux qui nous encouragent à nous entraîner. C'est lui qui est mhm, mon plus vieux va dire: «Maman, papa, ce soir, on fait tel entraînement, OK?» Puis mm, qui vont vraiment nous motiver à nous entraîner. Fait que mm, ça a comme changé beaucoup avec le temps. Puis mm, le moment où je m'entraîne dans la journée a changé. Le fait de mm, pouvoir s'entraîner à la maison quand on fait un type d'entraînement qui nous le permet, je trouve que ça aide vraiment beaucoup avec les ouais, enfants. Mais de ne pas couper sur nos heures de sommeil. Donc, mhm, je pense que ça, c'est le message à retenir, là, ouais, d'essayer de ouais, garder quand même un horaire de sommeil mm, qui est bon malgré tout, là. C'est un mm, gros défi quand même, il ne faut pas ouais, se le vraiment, cacher. vraiment. Ouais. Et l'entraînement à la maison, c'est sûr et certain que
pour les jeunes parents, c'est un game changer. On l'a vu justement avec la COVID, là, avec les gyms qui étaient fermés. Tous les gens ont commencé à faire des trainings maison, puis il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça, puis qui ne sont pas retournés au gym, puis ils continuent à s'entraîner à la maison. Fait que c'est sûr que ça va vraiment aider juste à faire un petit setup d'entraînement. Puis surtout, le point, c'est d'intégrer les enfants dans la routine. Puis en tant que parent, quand c'est vraiment important pour nous de bouger, faire du sport, peu importe l'activité physique qu'on va faire, puis qu'on trouve des moyens d'intégrer ça, même avec les jeunes enfants à la maison, justement, les intégrer dans notre entraînement, puis s'entraîner devant eux quand on est plus jeune, quand ils sont plus jeunes, c'est sûr que ça a plus de chances de faire en sorte que la vie familiale, ça soit une vie familiale active, puis où que l'activité physique est mise de l'avant. Là. Fait que le rôle des parents est vraiment important aussi, là, selon moi. Oui, et puis quand ça marche, c'est vraiment C'est ça. satisfaisant. Moi, quand je vois mes ados qui s'entraînent à 9 h le soir, puis là, à 10 h, ils se font des smoothies dans la cuisine. Ouais, c'est cool, Comme ça. bon, ben ils pourraient être en train de faire autre chose, puis à Ouais. la place de ça, ils font des concours de chin-up puis de push-up. Ah, Puis ouais, c'est hot, ça. ben, je trouve que ça, c'est comme bien Vraiment. intéressant à voir aller, puis fait que de les intégrer. Fait que peut-être que oui, peut-être que des fois, j'ai coupé sur mes entraînements parce que Ouais. je veux dire, j'en faisais avec les enfants. Puis là, des fois, je Mhm. cours 2 kilomètres, qui est loin de la distance que je voulais courir ce soir-là. Mais après, de voir nos enfants qui prennent ces bonnes habitudes-là Mhm. parce qu'on le fait avec eux, c'est vraiment beau à voir. Ouais, c'est la paye au bout. Ouais. C'est la récompense ultime. Là. Ça, c'est vraiment hot. Écoute, Nadia, c'était vraiment cool comme discussion. Je suis content de t'avoir eu sur le podcast. On a parlé de plein de sujets intéressants qui vont vraiment aider les gens à optimiser leur sommeil, comprendre les troubles de sommeil qu'on a discuté également. Fait que c'était vraiment le fun. Écoute, est-ce qu'il y a des places où ce que les gens peuvent te suivre, communiquer avec toi? Je ne sais pas si dans ton rôle de professeur, j'imagine que tu es professeur directrice, tu es pas mal Oui, loadé, bien, mais on a un site web du CEAM. ouais, J'ai aussi une page Facebook Nadia Gosselin, directrice du CEAM, que OK. on pourra mettre le lien. Mhm, Euh, il y a beaucoup d'informations. Je pourrais envoyer des liens où est-ce qu'on peut mhm, trouver des bonnes informations sur le sommeil. mhm. Puis, donc, avec ces liens-là, je pense que Ouais, ça va parfait. donner des bons outils à ceux qui cherchent des informations sur le sommeil. Excellent. Fait que je vais toutes les mettre dans la description du podcast comme je fais à l'habitude. Excellent. Merci Nadia, c'était vraiment le fun. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.